Lixdorf, la ville de Lausanne est très active sur tout ce qui est nature en ville. Nature en ville qui permettrait de s'adapter au changement climatique. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire quelques mots? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et mille et une excuses pour ce retard, indépendant de ma volonté, comme on le dit dans sérieusement très sincèrement mes excuses, mais je crois que vous avez eu la chance et le bonheur de pouvoir bénéficier d'un peu plus longtemps de M. Marot, et je crois que c'était tout à fait à propos. Encore une fois, mille et une excuses. Par rapport à la question qui est posée maintenant, on parle effectivement de ce programme Nature en ville depuis pas mal d'années en ville de Lausanne, mais je parlerai aussi de deux autres piliers qui sont importants, et je crois que ça fait écho à ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure dans les présentations. On a un autre pilier qui est l'agriculture urbaine. Alors après, de voir comment on l'a défini et, pour développer cette politique publique. Et puis un troisième pilier également important à nos yeux, on a une stratégie municipale pour le patrimoine arboré et forestier. Ça, c'est les trois piliers sur lesquels on travaille pour relever ces défis climatiques. Et c'est comme ça qu'on essaye, alors justement avec beaucoup de passion, des bons accompagnants et beaucoup d'humilité aussi, parce qu'il en faut quand on développe des politiques publiques et qu'on doit les implémenter pour justement essayer d'atteindre les objectifs qu'on se fixe collectivement. Donc encore une fois, la passion, mais aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de compétences aussi dans les services. Et on essaye, et ça c'est peut-être un des défis majeurs quand on développe des politiques publiques, on essaye de passer outre, de pallier les structures organisationnelles en silo qui sont assez peu appropriées pour relever des défis complexes, tutti frutti, multisectoriels, pluridisciplinaires, j'en passe et des meilleurs. Et c'est peut-être le premier défi justement qu'on doit surmonter pour avoir des réponses en termes de politique publique qui soient adaptées. Monique Keller, vous avez choisi comme thème pour Lausanne Jardin le sol, dans un contexte en effet climatique où il y a beaucoup d'urgence. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Alors ce thème, il a été décidé déjà en 2016, quand Lausanne Jardin, Madame Lixdorf et la municipalité de la ville de Lausanne m'avaient donné le mandat pour faire cette édition de Lausanne Jardin, et on a réfléchi à plusieurs, on a fait une espèce de laboratoire d'idées, et très vite un architecte paysagiste, Laurent Salin, qui est malheureusement décédé, qui nous a quittés en cours de route, nous a dit mais il y a un thème qui est très très important aujourd'hui dans les villes. C'était un petit peu avant qu'on parle de tout cela, mais je pense qu'il avait une intuition qui était très bonne et très forte de dire aujourd'hui la matière première pour faire la ville, c'est aussi et c'est le sol. Et le sol, pas le sol, ces 15 cm de terre qu'on retrouve sur une dalle de garage, non, c'est pas ça, c'est vraiment la pleine terre, et la pleine terre c'est ce sol qui est en contact à la fois avec la surface, donc avec l'air qu'on respire, et la roche-mère tout en bas, on dit en allemand le Gewachsene Boden, enfin, voilà. Et ce sol, cette pleine terre, ce sol, pour nous effectivement, c'est là-dedans que se trouve c'est là où se trouve notre avenir. Donc je pense que la capacité de résilience des villes dépendra aussi de leur capacité à prendre soin de ce sol, de cette pleine terre, et on le voit dans les deux derniers scénarios présentés par M. Mario, qu'effectivement on ne pourra pas faire de permaculture et d'agriculture urbaine sans avoir des sols. Mais avant même d'en arriver là, je pense qu'aujourd'hui la pleine terre, elle nous permet tout bêtement, la pleine terre nous rend des services extrêmement importants. On le voit dès qu'il y a des pluies très très fortes, comme le 15 juin 2019, ou encore pire, le 11 juin 2018, tout le monde s'en souvient, tout d'un coup des torrents d'eau qui dévalent les villes. Et en fait, la pleine terre nous permet d'absorber le surplus d'eau qui va être en fait de plus en plus fréquent. Et l'autre avantage, c'est qu'une fois que la Terre a absorbé cette eau, elle nous la redonne sous forme d'évapotranspiration. Et cette évapotranspiration, enfin c'est physique, fait baisser la température ambiante dans les villes. Donc on a un effet climatisation
avec cette pleine terre. Ensuite, il y a un autre facteur, un autre service, genre, si on veut parler en termes comme ça, un petit peu de, voilà, enfin, de langage un peu économique, mais de dire aussi que la pleine terre, elle nous rend également un service au niveau de la biodiversité, puisque sans biodiversité dans le sous-sol, on n'a pas de biodiversité au-dessus. Enfin, c'est illusoire de penser qu'on va continuer à avoir des insectes, des oiseaux, des animaux, si en dessous la terre est bétonnée, asphaltée, on va dire asphyxiée, hein, puisque c'est un système naturel, c'est un organisme vivant très complexe, avec des cycles, avec des, voilà, qui vit, qui se transforme, voilà. Et donc, sans cette biodiversité dans le sous-sol, au-dessus, il ne se passe plus rien. Le troisième élément, peut-être, c'est, bon, je l'ai dit, l'évapotranspiration, mais c'est aussi de pouvoir accueillir des végétaux, des grands végétaux, les grands arbres notamment. Aujourd'hui, il n'existe pas d'urbanisme du sous-sol, et c'est très dommage, parce qu'on considère que le sous-sol, c'est un espace illimité, voilà, et puis qu'on peut utiliser pour y mettre des réseaux d'électricité, des fibres optiques, du chauffage à distance, enfin j'en passe. Chaque fois, il y a des nouvelles technologies qui viennent s'ajouter et qui prennent de plus en plus de place, et on est en train de se dire, les arbres, on les met dans des conteneurs, enfin les racines des arbres, on les met dans des conteneurs, dans des pots, hein, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour éviter qu'une racine puisse endommager un réseau ou l'autre. Donc aujourd'hui, si on continue comme ça, dans 20-30 ans, on n'a plus de grands arbres en ville. Et puis c'est drôle parce que je venais d'en discuter avec M. Berthold tout à l'heure, c'est qu'en même temps, il y a un autre phénomène qui se passe en parallèle, c'est que les grands arbres sont en train de souffrir et donc de mourir. Et donc, on les remplace, mais avec des contenants qui font 9 mètres cubes. Et donc, c'est des arbres qui vont au maximum à 10-15 ans. Donc, les grands arbres qui fonctionnent, et là, je m'arrête, les grands arbres qui doivent pouvoir être adultes pour vraiment rendre leur service. Hein, leur service, de nouveau, c'est des climatiseurs. Hein, un arbre adulte avec une grande couronne, c'est 300 litres par jour qu'il rend à la ville et donc qui fait baisser la température de façon significative. Donc voilà, aujourd'hui, le sol est un facteur extrêmement important, donc gardons, et ça je m'adresse aussi aux urbanistes, prenons soin de ces derniers puits, comme on les appelle nous, en ville, de pleine terre, et essayons de construire et de densifier là où le sol est déjà imperméable, et pas d'aller encore chercher des nouveaux sols pour les imperméabiliser. De poser une question au panel. Durant la dernière intervention, on a fait mention énormément d'éléments historiques. C'est clair que sur tout ce qui est durabilité, ça fait un certain nombre d'années que nous sommes dans un contexte qui est urgent et d'autant plus urgent maintenant. Nous avons à peu près 10 ans là, pour inverser la tendance. Dans vos pratiques, dans vos recherches, pour vous, qu'est-ce qui serait important et urgent de mettre en place maintenant? Quelle serait la priorité? Si vous deviez donner une priorité, vous la mettriez où? C'est moi qui réponds là. Ah bah, ça peut être tout le monde, je crois. Alors, je pense qu'il faut changer de cadre. On ne peut pas faire notre métier correctement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait tout ça. Moi, j'ai fait un exposé sur le réchauffement climatique en 1987. Et puis, j'avais pas lu encore les limites de la croissance dans un monde fini. Tout ça, on le sait. En définitive, on le sait. Maintenant, il faut arrêter. Il faut vraiment changer de cadre. Alors, la question, c'est que c'est plutôt une problématique politique. Dans un monde démocratique, c'est bien aux politiques d'assumer ça, mais les politiques, ils sont soumis aux règles démocratiques. C'est-à-dire qu'ils doivent se faire élire avant de pouvoir appliquer un programme politique. Et qui sont minoritaires. Celles et ceux qui pensent ça sont minoritaires. Donc en gros, c'est fichu. Hein? Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de bonne pratique. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire ces forums, c'est fichu. Ou bien alors, on fait la révolution à la façon dont on doit la faire. Alors on peut la faire démocratiquement. Une révolution lente, hein, parce qu'une révolution rapide à l'échelle des enjeux et à l'échelle de l'urgence, on n'y arrivera pas. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette révolution? On peut se préparer. L'adaptation dont on parle, c'est l'adaptation d'autres choses. Et moi, je trouve intéressant ces scénarios, les 4 scénarios. Ils parlent de quoi? Ils parlent d'un monde pour dans 150 ans. Pour dans 150 ans.
ou dans 2 ans, et qu'est-ce qu'on fait en attendant, et comment se passe ce moment. Cette grande descente, moi ce que je trouve intéressant avec ces courbes, c'est que c'est des équations ces courbes. Donc on arrive très bien à évaluer une courbe qui monte, une courbe croissante, etc. Elle croise une autre courbe, hop, elle redescend et tout. La question c'est qu'une courbe qui change, c'est une autre équation. Cette autre équation, c'est d'autres modes de vie, qu'ils soient voulus ou subis. C'est un autre cadre. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut encore croire aujourd'hui à nos métiers? Est-ce qu'il faut croire aujourd'hui en la politique? Là c'est une question cadeau. Et je dois dire que je suis, parce que je suis aussi encarté dans un autre parti politique, où je suis confronté à cette sidération de ma part et de leur part. On se regarde un peu en chien de faïence en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Moi je sais exactement ce qu'il faut faire en définitive, mais personne ne fait ce qui doit être fait. Donc moi je veux bien dire que je veux faire ma part et puis que j'améliore un tout petit peu, je mettrai un petit panneau lumineux à l'entrée qui me donne ma consommation, fera exactement ce qui doit être fait pour être juste, acceptable politiquement. Mais fondamentalement, c'est pas ça que je dois faire. Donc c'est pour ça que j'ai terminé avec accepter nos paradoxes, c'est parce que sinon c'est le suicide. Donc accepter mes paradoxes, c'est accepter mon insatisfaction quotidienne à ne pas être capable de faire parce que tout le monde m'empêche de faire ce qu'il faut faire. Parce que... Nous, on commence par réemployer. Déjà, c'est une bonne première étape. C'est difficile d'enchaîner après ça. Oui, disons qu'on se permet d'expérimenter. On fait beaucoup de terrain, ça implique. On essaie de voir aussi quel type d'architecte dans notre structure. Il y en a qui font que du terrain, d'autres qui font uniquement de la recherche. Il y a des architectes qui sensibilisent et qui vont dans les écoles. Moi, je m'occupe plus des écoles d'architecture, par exemple. Donc, ça, c'est la première étape, c'est d'essayer d'aller former les plus jeunes. Après, à court terme, c'est éviter que, je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, mais le BTP, c'est celui qui fait le plus de déchets en France. Donc, déjà, on commence par réemployer, qui est une première étape. Je suis d'accord, c'est une transition un peu douce. On n'est pas en fracture avec ce qui se fait. On aimerait, et souvent, on préconise aux gens de plutôt conserver le bâtiment plutôt que de le démonter. Mais c'est pas fait parce que culturellement on n'est pas prêt peut-être à mettre d'autres programmes dans des bâtiments qui tiennent encore debout. Donc nous non plus on n'est pas complètement satisfait. On se dit que souvent on rafistole un peu en bout de chaîne. Ce serait plus à des élus et des politiques de réellement légiférer pour que les choses avancent plus vite. Mais en tout cas à notre petite échelle, on s'attache à former. On s'attache à expérimenter et tirer des conclusions et voir si ça peut être reproductible. Les outils qu'on développe, on les rend accessibles à nos confrères. Donc voilà ce que fait Bellastop pour l'instant, pour essayer d'améliorer les choses. Merci. Je ne sais pas trop répondre à cette question de ce qu'il faut faire, parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais je voudrais quand même ajouter une chose. C'est-à-dire qu'un des gros problèmes que je vois dans toutes les conversations qu'on a, et même personnellement, c'est que la plupart des gens, comme le rappelait je ne sais plus qui, disent sur ces questions, ne croient pas à ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'en gros, on sait tout ça, et on n'y croit pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas mu par ce savoir à agir, ou à agir, et à changer sa vie, personnellement, les problèmes en face desquels on est, c'est pour ça que j'aime bien le titre de votre colloque, c'est-à-dire qu'est-ce que le changement climatique change à nos métiers. Ça change déjà quelque chose, ça va changer quelque chose à la division du travail. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir se considérer comme un architecte, d'abord et avant tout. C'est Descartes, je crois, qui disait on est quand même homme avant que d'être chrétien. Et bien là, la situation qui s'amène, elle vous oblige à considérer que vous êtes homme ou femme avant que d'être architecte ou urbaniste, etc. Et qui va falloir mobiliser vos compétences éventuelles d'architecte dans une autre division du travail. C'est pour ça que j'aime bien dire aux architectes, mettez-vous au service des permaculteurs, par exemple. Parce que eux, déjà, ils ont cette espèce d'alter-fonctionnalisme
il concerne aussi nos différentes compétences à soi-même. Il faut réagencer les choses. Nein, ich versuche die ganze Zeit sehr konzentriert, ungefähr die Hälfte zu verstehen und es klappt ganz gut. Wenn ich es richtig verstanden habe, Prioritäten, was ist zu tun? Ich glaube, Mobiliser ist wirklich das Wichtigste. Mobiliser votre compétence. Und ich glaube nicht eben nur die Fachleute, sondern eigentlich jeder. Also ich erlebe gerade, dass eigentlich auf allen Ebenen wieder besseren Wissens genau das Falsche auch gemacht wird. Und zwar von Privatpersonen. In der Schweiz ist das sicher genau das Gleiche. Vorgärten werden überall umgebaut zu wartungsarmen Steinwüsten mit noch 2 kleinen Büschen oder dergleichen drin. Also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich jeden Tag in der Zeitung liest. Man hat einen Hitzesommer gehabt etc. Und im Allerkleinsten geht das schon los. So, ich glaube, es muss parallel etwas passieren, dass in den Kindergärten sensibilisiert wird, dass also kein Kind mehr quasi ohne die Kenntnis, die Grundkenntnisse sozusagen, was man, in meinem Fall ist das jetzt immer die Hitzeproblematik, was man machen kann, um einfach einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, die Fachleute müssen auch einfach die Brillen so ein bisschen austauschen. Also es ist ganz einfach, also alles, was ich zum Beispiel vorher präsentiert habe, diese ganzen Maßnahmen, ist ja überhaupt nichts Neues. Das macht man ja schon lange. Bäume pflanzen, Konzepte machen, Biodiversitätskonzepte. Man muss nur immer noch ein bisschen das Klima mitdenken und die Sachen implementieren. So, also es kann eigentlich keiner heutzutage mehr agieren, als ob nichts wäre. Und trotzdem passiert das. Und ich glaube, an den Stellschrauben müssen wir ansetzen. Das gilt für die Städte, das gilt für die Privatpersonen und das gilt auch für also diese Sensibilisierung durch unterschiedliche Aktionen, durch kreative Mitmachaktionen. Das war also auch ganz toll, was wir vorher gesehen haben. Diese Aktionen, wo man aus alten Dingen quasi neue Strukturen bastelt und Ressourcen schont. Man kann da auf allen Ebenen agieren. Peut-être aussi pour le lien avec ce qui a été évoqué par Préopinant, moi je parlerais peut-être d'abord en termes de priorité. Je crois qu'on est tous à se dire qu'il faut d'abord théorique changer de paradigme, et puis quand on est dans la rue, ça suffit, on pète tout et on fait la révolution. Donc il y a un peu ces deux finalement manières de faire qui convergent, qui requièrent en tout cas à mon sens en termes de priorité, si on dit changement de paradigme, c'est de remettre au centre et si je parle de ce que je fais comme métier, de remettre au centre aussi certains principes. Et il y en a un qui m'est particulièrement cher, qui est plutôt un principe de droit international, mais qu'à mon sens on peut appliquer vraiment au niveau local, c'est le principe de responsabilité commune mais partagée. Là on parle de compétences métiers, d'architecte, d'urbanisme, on voit aussi que quand on pense à ce principe de responsabilité commune mais partagée, on est tous sur le même bateau, on a des compétences différenciées. Là peut-être ça nous éclaire un tout petit peu. Il y a un principe aussi qui peut nous éclairer dans l'action, c'est celui de précaution, ce qui peut peut-être nous sortir sur l'expression de l'ornière de ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et puis il y a une théorie, moi je suis politologue à la base, je suis ni architecte ni urbaniste. Il y a une théorie qui m'a toujours bien plu, que je viens un peu galvauder pour parler de priorité et d'exemple, c'est une théorie de Olson, qui est la logique de l'action collective. Et la logique de l'action collective, en substance, et encore une fois, s'il y a des experts de cette théorie, ils vont hurler. T'as montré Voilà, t'as déjà montré. Donc, pardon, mais je viens de rien. Suppléer et plus soigner sur cet aspect-là. Sérieusement, la théorie de l'action collective, pour certains, elle est trop égoïste pour être mise en avant, mais pour moi, c'est de dire, à un moment donné, il n'y a pas de honte à présenter l'idée de comment on atteint un bien commun, c'est en ayant pour chacun une définition d'un bien privé. Et ce bien privé, il n'est pas uniquement financier, il peut être de différents ordres, et ça permet à tout un chacun, s'il voit son bien privé, qui peut être d'ordre psychique, qui peut être d'ordre poétique, qui peut être
être matériel, immatériel, si chacun a son bien privé va contribuer au bien commun qu'on souhaite par rapport à ce qu'on discute comme thématique. Pour moi, c'est un peu ce triptyque de principes et puis peut-être d'approches différentes que j'évoquerai. Puis alors après, peut-être ça fait un peu des liens théoriques un peu complexes et pas forcément toujours bien établis. J'irai sur quelque chose de très pratico-pratique et très lausannois. Puis je profite, puisqu'il y a pas mal de personnes, aussi des services de la ville de Lausanne que je salue et que je remercie. On est en train de revisiter notre plan général d'affectation. Et moi, je me souviens de comment mon voisin de gauche l'appelle, et je pense qu'il est temps d'en changer. Et très concrètement, en termes de priorité pour la ville de Lausanne, si on veut vraiment faire quelque chose, c'est de plus la raconter, si vous me passez l'expression également, et puis qu'on mette vraiment des éléments qui sont importants dans ce plan général d'affectation. Ça nous aidera aussi à implémenter ce qu'on a envie d'implémenter pour lever les défis en termes de changement climatique. Je m'arrêterai là parce que je suis très intarissable, mais je vais passer la parole. Peut-être juste pour dire, peut-être comme outil justement du changement, enfin, j'ai pu expérimenter là le Lausanne Jardin, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pu faire des choses a priori impossibles ou inimaginables, parce que voilà, mais du coup avec un outil qui est un petit peu hors cadre et on va dire je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier où on réfléchit différemment sur la ville parce que déjà c'est transdisciplinaire et on travaille avec à la fois des architectes paysagistes, des urbanistes, des architectes, des artistes, et tout d'un coup on a réussi à faire sauter quelques verrous. Parce que moi je crois vraiment que c'est ça la problématique, c'est ces verrous qui nous empêchent d'actionner les choses. Et c'est vrai, dans la ville de Zurich par exemple, il y a une reconnaissance de la problématique, mais après on n'arrive pas à passer à l'action parce qu'on dit oui, mais voilà, ça a été décidé par mon prédécesseur, ça fait 15 ans qu'on planifie, on ne va pas tout jeter par-dessus bord parce que quand même ça coûte cher, etc. Donc on reste figé dans les choses. Lausanne Jardin, juste pour revenir, pour moi c'est vraiment un outil de ce changement de paradigme dans le sens où on peut réfléchir à la ville de demain par justement une sorte d'acupuncture du territoire, c'est-à-dire en valorisant de manière à une petite échelle et de manière assez précise des endroits où on peut venir dire, eh ben là, dans cette partie-là, on arrive peut-être à faire sauter le verrou, en l'occurrence c'est l'asphalte, enlever l'asphalte pour remettre un jardin qui a été une fois supprimé pour une place de parc. Ici, on arrive à remettre de l'eau, je pense à quand même le jet d'eau, on a réussi à mettre un jet d'eau au milieu d'un carrefour. C'est un peu un pied de nez à cette société ultra-fonctionnaliste où a priori rien n'est possible, ni même de mettre de l'eau, puisque ça ne sert à rien. Effectivement, ça ne sert à rien, si ce n'est que c'est un geste poétique et peut-être un peu provocant pour dire mettons un grain de sable, faisons réfléchir. Parce que le but, c'était pas de faire stopper le flux du trafic, mais le flux peut-être de nos pensées et de ce côté business as usual. Peut-être que là, on arrive à intervenir avec des trucs un peu fous, de dire oui, mais en fait, c'est possible. C'est même possible de mettre un jet d'eau au milieu d'une circulation, enfin au milieu d'un carrefour, même s'il y a des fils électriques, même si tout le monde à la base était complètement contre. Mais au final, en ayant réuni tous ces différents services, on a trouvé des solutions ultra pragmatiques, alors qu'on est dans un truc, effectivement, on va dire culturel et poétique, mais en revenant au truc très pragmatique, tout d'un coup, on voit que petit à petit, les verrous ont sauté, et voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même des possibles pour faire changer ça. Moi, je reste optimiste. Après, bon, chacun choisit son camp. Mais moi, je reste relativement optimiste et je me dis c'est difficile, mais il y a des outils. Typiquement, Lausanne Jardin, je pense que c'est un outil qui permet de préfigurer la ville de demain, de tester des choses. C'est éphémère, c'est pas cher, ça permet de redéconstruire, etc. Voilà. Juste pour quand même répondre à la question, moi, je vous suggère, parce que c'est ce que nous faisons par exemple dans le projet du bled au bled du Loup, de passer au-delà de nos disciplines. C'est-à-dire que si on applique la norme SIA 102, on va avoir de la peine à réinventer la façon de faire de l'architecture. Et surtout si on applique l'ensemble des autres normes et des lois qu'on est obligé d'appliquer. Mais par exemple dans ce projet, c'est un projet en coopérative d'habitants où on a de la PP, on a du logement régulé, dont les parcs sociaux sont achetés par la ville de Lausanne, on a des activités indépendantes, on a des activités
aidés, qui sont financés par l'ensemble de l'opération immobilière, avec une salle de spectacle, des salles communes, plein de trucs extraordinaires, un bled BNB, donc des chambres d'amis, etc. Et puis on s'est dit, ça ne suffit pas, il faut qu'on intègre dans le projet immobilier une économie sociale et solidaire. Donc on engage les gens, qui sont des hommes et des femmes de ménage, qui, plutôt que de prendre leur voiture et de faire le tour du canton pour aller gagner 12 francs de l'heure, sont toutes internalisées et font le ménage pour les gens de la coopérative. Puis finalement, il y a plein d'autres trucs qu'on peut intégrer. On a Fab Lab en voiture pour apprendre à faire des choses un peu différentes, c'est-à-dire peut-être on peut apprendre à se déconnecter. On est en train de réfléchir à une coopérative agricole, puisqu'on a lu l'extrêmement intéressant préavis de politique agricole de la ville de Lausanne. On a dit, là, il y a un vrai intérêt, on est à proximité de zones agricoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter une coopérative? Alors, ça sera visiblement pas sous forme coopérative, mais ça, c'est du détail, mais pour relier directement l'habitat à une alimentation qu'elle a à quelques centaines de mètres. On réfléchit à une monnaie locale. Ça, on se dit, on va peut-être pas le faire à l'échelle du bâtiment, mais peut-être un petit peu plus à l'échelle du quartier. On réfléchit à plein de trucs comme ça. Et je pense que, moi, en tout cas, sur ce projet, je travaille beaucoup, mais je travaille absolument pas sur l'architecture. Et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est penser le monde. Et puis ensuite, quand on fait un monde, on a compris qu'on doit juste un petit peu élargir sur des questions. Évidemment, c'est pas décrit dans la norme, donc c'est pas décrit dans le contrat, donc on n'a pas forcément des honoraires là-dessus. Mais comme c'est ça ou la mort, 3 petits points. La mort du sol, quand même, parce que vous faites un parking souterrain quand même, sur l'ensemble du truc, on aurait pu éviter. Vous êtes au sous-sol, il n'y a plus de parking. Alors là Anecdote sur le parking, il y a un parking mutualisé. Donc la question qui nous a été, non pas du tout, mutualisé en silo à Ville de Lausanne, extraordinaire projet. Ce qu'il faut peut-être juste voir, c'est que pour déterminer le dimensionnement du parking, il a fallu demander aux investisseurs combien ils avaient besoin de voitures. Donc les investisseurs ont dit, nous on avait droit à 52 places dans ce parking, on a dit 29. Alors les autres investisseurs ont dit, nous on prend vos 29, on les prend leurs 52. On en est là pour l'instant, mais évidemment que l'utilisation de ces quelques places, de cette douzaine de places qu'on aura en trop, on pourra peut-être y cultiver des champignons, des endives. 200 francs par mois. Je vous propose d'ouvrir les questions au public. Vous pouvez vous lever quand vous posez des questions, parce qu'on n'entend rien dire. C'est vrai que si on veut réduire notre impact finalement carbone, c'est un peu l'urgence, un nombre de béton ou tout métallique en fait est peu envisageable, peu soutenable. Et je voudrais avoir votre avis en fait à chacun, uniquement sur votre projet, peut-être pourquoi ne pas avoir choisi de structure quoi. Je vais juste peut-être fort. La question c'était de savoir au niveau des matériaux et de l'énergie grise, si c'était pas possible de changer un peu les pratiques et d'utiliser peut-être une question pour vous. Bon, dans le cadre du quartier des Plaines du Loup, mais dans tous nos projets c'est comme ça, on doit respecter des cibles extrêmement exigeantes. Nous, en l'occurrence, on applique SMEO, développé par la ville de Lausanne et le canton, et qui détermine une quantité d'énergie grise qu'on est censé ne pas dépasser, et qu'on ne dépassera pas en l'occurrence. Donc nous, on a effectivement toute une façade structure bois. Par exemple, on a fait des tests, et puis quand on a une salle de spectacle et puis il faut 85 décibels entre les deux, on a dit qu'il faut des poutres en bois, donc on avait du bois, on a étudié tout ça. Je ne vais pas vous faire l'historique, mais un vrai bon architecte, il doit effectivement faire l'ensemble du travail et puis se résoudre en fait à cette fameuse pesée d'intérêt, et non pas à la somme de normes qu'on nous impose. Cette pesée d'intérêt est de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rajouter du bois pour faire joli, mais c'est aussi une énergie grise, ou est-ce que de toute façon, comme on est obligé d'isoler 85 décibels entre la salle de spectacle et puis ce qui est en dessus, ma foi, on va faire en béton, parce que de toute façon, notre excellent ingénieur nous propose rien d'autre de économiquement potable, même économiquement en énergie grise. Donc l'énergie grise, on en parle beaucoup, mais de nouveau, je trouve intéressant la façon dont vous posez la question. On ne parle pas de... Moi, je vous ai parlé d'une chose tout à l'heure, c'est 1085 mégatonnes en Suisse dans le secteur financier. L'enjeu, il est là. C'est pas
Des 50 des émissions intérieures, il y en a 30 pour l'habitat, ou 28 pour l'habitat, et là-dedans, il y a un petit bout d'énergie grise. Si on réfléchit comme ça, on se dit qu'il n'y a rien à faire, il n'y a aucun enjeu sur l'énergie grise. Alors que je pense qu'il y a de l'enjeu vraiment partout. Mais il faut se souvenir des 1085 de nos fonds de pension et de notre argent parce qu'on est trop riche. Est-ce qu'il y a une autre question? Concordant, journaliste, j'ai une question qui concerne les adjoints. Ce que vous avez dit, vous avez parlé notamment du sol, qui est extrêmement intéressant dans les études que j'ai fait en 3 étapes. J'aime la ville, j'aime les arbres, au contact des bâtiments. Comment expliquez-vous la pérennité à construire sur le sol, j'ai bien compris, de la place Saint-François, avec ses je crois que c'est des platanes magnifiques, sans parler de Barcelone, des remplaces de Barcelone, ou des Champs-Élysées. Moi, c'est ça que j'aime. Et pas forcément des jardins bien sûr, très bien. Mais j'aime ce contact rue, arbre, bâtiment. Et j'aimerais que ça soit pérennisé. Peut-être juste Je ne pour... sais pas si c'est à moi de répondre, mais juste pour vous dire quand même que le mot jardin, il est pris au sens très large. Nous, d'intervenants, voilà, on a des oiseaux, c'est magnifique. Alors la question, c'était de dire, en gros, si je vous résume, vous avez apprécié Lausanne Jardin, vous l'avez vu à plusieurs reprises, mais vous dites que c'est pas... Ah, vous avez été sensibilisé. Comme vous avez parlé du solage, notamment... Mais comment est-ce qu'on a réussi dans un endroit comme la place Saint-François, où les Champs-Élysées, où les Romains sont comme ça à l'esprit, à faire ces choses magnifiques? Moi, c'est ça que j'aimerais. On continue. Est-ce qu'il n'y a pas de réseau électrique à Saint-François? Alors si, justement, il y a un projet, le 9e platane, qu'on voulait marquer. En fait, le réseau sous la place Saint-François, il est extrêmement dense. Alors voilà, les arbres passent entre deux. C'est des arbres qui ont 80 ans, qui ont 30 à 40 ans, qui datent des années 80, qui ne sont pas très très vieux. Mais aujourd'hui, il y aurait la place qu'à un seul endroit pour un 9e platane, puisque tout le reste vraiment est rempli de réseaux. Mais je vais laisser répondre Madame Mixisdorf. Je veux préciser parce que je n'ai pas été très précis. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ces arbres alors qu'il y a des pavés partout? Ça, je trouve assez... Ils vivent très mal, ils sont très contraints dans des Oui, mais... Dans la moitié du développement. Tout à fait. Mais avec... ils sont arrosés par la pluie. Donc, à l'automne, toutes les théories de la communication, il ne faut pas avoir assez d'eau pour vivre. Donc, je trouve qu'il faudrait se concentrer sur le fait de pouvoir créer des dotations de ce genre-là de manière à unifier la vie sans forcément faire une journaliste économique. Là, c'est une vision brûle. Peut-être juste pour répondre à votre question par rapport aux politiques qu'on développe et qu'on souhaite développer en Ville de Lausanne, je parlais tout à l'heure de ces 3 piliers, en tout cas, qui sont liés à ce service parc et domaine qui nous accueille aujourd'hui et que j'ai la chance justement d'avoir dans la direction. On a cette stratégie pour le patrimoine arboré et forestier, et puis les enjeux que vous décrivez ici dans votre intervention, c'est ceux que justement on va essayer de traiter de manière plus fine. Je pense que tout à l'heure, Madame Keller disait qu'il n'y avait pas d'urbanisme souterrain. Je crois qu'on a plusieurs personnes dans la salle en ville de Lausanne qui travaillent sur l'établissement d'un cadastre souterrain qui nous permettrait justement d'aller sur ces enjeux-là de manière un tout petit peu plus fine. Et c'est ce qu'on se propose notamment de développer dans cette stratégie de patrimoine arboré et forestier. Mais juste une dernière chose, vous avez raison, l'enjeu des arbres, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les arbres souffrent du réchauffement, elles souffrent de plus en plus et on devrait avoir effectivement de plus en plus d'arbres, sauf qu'il y a des problèmes pour planter des nouveaux arbres. Le risque, c'est qu'en fait, on aurait besoin de plus en plus d'arbres et en même temps, on voit que le patrimoine arboré, peut-être pas forcément dans la ville de Lausanne, mais dans beaucoup d'autres villes, est en train de mourir, que ce soit à Berlin, à Francfort, vous disiez quoi, un tiers des arbres
qu'on doit abattre parce qu'ils sont en train de mourir. Et alors, on a justement besoin de plus en plus de ces arbres. Donc, de nouveau, on est dans ces courbes-là qui se rejoignent. D'un côté, la chaleur qui monte, de l'autre côté, le patrimoine arboré qui se meurt. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des villes dans 10, 20, 30 ans avec encore de grands arbres. C'est pour ça le sol, etc. Et vous avez raison, plus c'est pavé. Mais le pavé, c'est pas le pire. Le pavé, il laisse l'eau s'infiltrer. Ce qui est le plus dramatique, c'est l'asphalte, parce que là, il n'y a aucune chance. Et c'est vrai que juste des petites fosses avec quelques trous, ça ne suffit pas. Mais on le voit, il y a un stress hydrique des arbres qui est très très fort. Et si en dessous, il n'y a pas de nappe phréatique, voilà. À ce sujet, parce que la désobéissance civile, il faudrait la définir un peu. Il y a plusieurs formes de désobéissance civile. Dans une longue interview qu'il a donnée, vous verrez dans l'expo, mais que vous pouvez trouver sur YouTube, Holmgren fait l'hypothèse que si 10% dans les pays industrialisés aujourd'hui, comme les nôtres, si 10% des gens commençaient à sortir du système personnellement, c'est-à-dire à assurer eux-mêmes une grande partie des choses, ils pensent que le système même commencerait à s'effondrer assez vite. C'est-à-dire qu'en gros, on dépend, le système dépend, quand je dis système, on pourra revenir là-dessus, mais dépend que tout le monde soit dans le marché, dans cette affaire. Ils pensent que si 10% commencent à sortir un petit peu du système de marché, des trucs, donc il y a une désobéissance qui consiste à réfléchir individuellement et collectivement avec les amis, avec son cerveau, ses mains, ses pieds, etc., ses amis, à où on veut vivre et comment on veut vivre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui doit se poser à tout le monde en face de ces situations. Imaginez, c'est un exercice que je propose à mes amis, à mes étudiants, qui est de leur dire la chose suivante. Imaginez que demain, et c'est pas une hypothèse tout à fait dingue, hein, que demain, le prix de l'énergie courante est multiplié par 5, 6, 10. Que du coup, par exemple, bouger, se déplacer, devienne un luxe assez rare. Vous voyez, pouvoir se machin. Où vous allez? Où est-ce que vous vous installez? Vraisemblablement, vous allez aller dans un endroit où vous pouvez être à peu près sûr de manger, de pouvoir vous assurer au moins un minimum de choses, d'avoir de la conversation, d'avoir des choses. Autrement dit, vous allez chercher à aller dans un endroit qui peut être un monde. Un monde, c'est ça. C'est comme ça que je le définirais. Un monde, c'est un endroit où je pourrais imaginer, ça ne veut pas dire que je le souhaite absolument, je pourrais imaginer de passer l'intégralité de mon existence. Passer les endroits que vous connaissez au crible de ce truc. Aujourd'hui, la plupart des territoires ont investi à mort dans leur avantage comparatif. Dans leur avantage comparatif. Il fait beau, les vacances. Ou le travail, ou je sais pas quoi. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, avoir un monde aujourd'hui, ça signifie pour les gens qui ont les moyens, de naviguer entre des enclaves spécialisées dans leur avantage comparatif. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Avoir ses vacances, avoir une maison secondaire, avoir son truc comme ça. Donc, et tout ça, c'est formidable, tant que l'énergie qui est derrière, ça fonctionne. Imaginez, allez, c'est multiplié par 10. Et vous allez voir peut-être que ça arrivera avant que vous ayez réussi à vraiment l'imaginer. Ça pourrait arriver très très vite, ces choses-là.
Juste faire cet exercice de réflexion, ça devrait peut-être commencer à vous mouvoir, vous voyez, un tout petit peu, à vous mouvoir, du coup, à se dire, tout à l'heure, tu parlais à très juste titre du fait qu'on ne sait pas qui vont être les migrants demain. Vous voyez, aujourd'hui, on est des nomades. Mais au moment où vous devrez choisir, par exemple, posez-vous la question, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens que nous sommes diront, bah, le plus commode, c'est quand même une ville. Parce qu'une ville, il y a plein de trucs, il y a plein de gens, il y a plein de conversations, etc. Mais imaginez une seconde, est-ce que ça restera une ville dans la situation que je viens de vous décrire? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Juste sur la question de la désobéissance civile, moi je suis un petit peu mal à l'aise, parce que il y a pour l'instant, c'est très pauvre comme concept. C'est-à-dire que c'est un peu un drapeau. Les seuls qui revendiquent la désobéissance civile, c'est Extinction Rebellion, mais en fait, ils ont hérité finalement un discours qui est très londonien, avec des revendications qui, enfin, en Suisse, sont bizarroïdes, du genre, il faut une démocratie directe, quoi, du genre, ou des choses comme ça. Et puis, en quoi est-ce que de mettre des gens ensemble dans la rue vont faire que, tout d'un coup, ils vont prendre conscience de ce qu'ils refusent par nature depuis qu'ils le savent, puisqu'ils ont suivi mon exposé en 1987. Et donc là, c'est vrai que la question de la désobéissance civile, elle est plus de savoir, mais est-ce que finalement, de se mettre en porte-à-faux peut un jour devenir quelque chose d'intéressant? Ça ne doit pas être la finalité, c'est plutôt un moyen. Et je trouve que, pour l'instant, ces mouvements-là se cherchent. Donc moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ces mouvements-là, parce que ils ont une portée symbolique intéressante. Je parlais des actions que je mène avec mon groupe d'amis improvisateurs ces temps, où on convoque volontiers le symbole de la mort pour dire mais c'est ça qui nous pend au nez. Donc on fait plein de trucs autour du thème de la mort. Et je pense que c'est aussi une façon de choquer, mais il y a plein d'autres trucs à faire. Et finalement, il y a plein d'autres actions intéressantes à faire. La première étant de voter, mais aussi peut-être d'infiltrer les partis, et puis d'aller prendre le pouvoir dans ces partis en leur disant c'est ça. Et alors, moi, je suis en train de le vivre dans mon parti. C'est hyper intéressant à analyser, c'est de se rendre compte combien le monde politique, et je le dis à toutes celles et ceux ici qui font de la politique activement ou qui en ont fait, c'est-à-dire le monde politique ne peut pas entendre certaines choses, mais c'est tout à fait normal. Quand on l'a défendu pendant 20 ans, je sais pas, la mobilité électrique, par exemple. Les socialistes actuellement ont le plan Marshall avec la mobilité électrique. Je vous ai montré un petit graphique tout à l'heure qui vous montrait que c'est complètement illusoire. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de défendre cette mobilité électrique? C'est parce qu'on ne peut pas faire autrement que de défendre ça. Donc il y a un moment, débattre et se poser la question de ce que sont ces nouveaux imaginaires et comment on va devoir changer. Déjà dans nos têtes, parce que je rejoins tout à fait ce que disait Sébastien Marot, déjà apprenons à changer de mode de vie et puis à pas forcément, enfin moi ça fait 16 ans que j'ai pas pris l'avion et que je n'ai pas de voiture, ça me va très bien. Mais évidemment que je passe pour un fou furieux auprès de nombreux de mes collègues qui suivent les conférences en collapsologie et qui sont hyper au courant de toutes ces thématiques sur l'effondrement, mais qui prennent 2 fois l'avion en 4 mois. Il y en a même chez nous, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une problématique comme ça importante. Faisons un petit peu le ménage devant chez soi et acceptons nos paradoxes, mais n'oublions pas de faire le ménage devant chez soi. Ajouter une chose que je trouve intéressante. En fait, les permaculteurs, comme Paul Gray, etc., c'est des gens qui sont le contraire des indignés. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas indignés par plein de choses, etc. Mais ce n'est pas un comportement d'indigné, ce n'est pas un comportement de réclamation. C'est, on va commencer par balayer devant sa porte et par s'occuper déjà de nous. Et puis déjà de faire le Whole Earth Catalogue dans les années 70. Il y avait cette phrase que je trouve absolument magnifique dedans, qui était une sorte de retournement de Marx, qui disait « Workers of the world, disperse ». Barrez-vous. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Alors, Stuart Brown, qui avait poussé le truc, maintenant a changé totalement
son fusil d'épaule. Il dit le changement climatique est tellement grave, il va tellement vite qu'on ne peut que lui faire des réponses concentrées, qu'on ne peut que lui faire des réponses high-tech, dominatives. Il dit il faut des villes hyper concentrées parce que les mecs ils font moins d'enfants, même des bidonvilles, ça résoudra le problème de la population. Vous voulez de l'énergie nucléaire parce qu'il vaut mieux des déchets concentrés plutôt que, etc. Vous voulez nourrir les gens OGM à mort, comme ça. Voilà. Moi je pense qu'il était plus inspiré avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore réagir à la question de la désobéissance civile? Oui, c'est la même question qu'on a débattue pendant, je crois, 3 heures hier soir au conseil communal sur la désobéissance civile par rapport aux actions d'extinction de rébellion. Alors, moi, je ne suis pas forcément mal à l'aise parce que ces mouvements se cherchent. Je crois que tu l'as dit, tu l'as dit, c'est un moyen, c'est pas une fin. Moi, ça ne me gêne pas que de manière itérative, on cherche justement comment on peut avoir peut-être ce seul moyen qu'on laisse maintenant, en tout cas à certains publics cibles. On le voit bien, ils sont dans la rue. De temps en temps, on est aussi avec eux. Et je pense qu'on construit son chemin en le faisant ensemble. Puis moi, je ne suis pas forcément mal à l'aise. Par contre, après, quand je vois un peu comment, au niveau du monde politique, c'est reçu, avec plus ou moins d'honnêteté intellectuelle, mais on sent quand même un fond aussi d'agacement de certains qui pourraient être justement du côté des enjeux, des défis à relever par le biais de ce moyen de la désobéissance civile, qui se braquent parce qu'ils disent « Ah ouais, mais nous, on serait de votre avis. » Mais en fait, vous péjorez quand même d'autres quotidiens. C'est un peu trivial ce que je dis, mais quand on bloque un pont et puis qu'il y a quelqu'un justement qui est dans le bus et qui n'a pas de voiture depuis toujours, qui ne prend pas l'avion depuis 15 ans, des fois il y a un petit agacement qui se provoque et puis juste ça, c'est très trivial, mais ça entache toute la beauté du mouvement et puis de ce qui pourrait en advenir et des défis et des enjeux justement qui sont portés avec ce moyen qui, en tout cas pour ma part, est un moyen qui me paraît nécessaire actuellement. Juste pour dire autre chose, moi je pense que, tu confirmeras Natacha, mais toutes ces actions, elles sont très fortement entendues par les politiques. En l'occurrence, elles ont quand même, on peut discuter sur la forme, s'il faut faire ou pas, comment, comme ça. N'empêche que ça secoue le cocotier et que les politiques sont très sensibles à ce genre de prise de parole. Tu peux confirmer. Je trouve que l'indicateur, comme je disais, je vous invite à réécouter ce qu'on a discuté. Je pense que c'était un des débats les plus intéressants qu'on a eu hier soir, justement, sur une aspect qui était très très large. On a revisité l'histoire, on a été dans des choses très pragmatiques, comme je viens d'évoquer, mais c'était quand même d'un meilleur niveau, globalement, que ce qu'on a comme débat au conseil communal. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt, il y a un vrai souci de comprendre. Alors pour certains, c'est un peu la panique parce que c'est nouveau, donc ça nous fait peur, et puis on ne sait pas trop comment le traiter. Puis pour d'autres, aussi, parce que moi je suis communicaire, je suis plutôt optimiste, je me dis, voilà, c'est pas qu'une génération, parce qu'on voit bien entre des tout jeunes jusqu'à les parents pour le climat et du beau cher, on a de l'intergénérationnel là derrière, donc c'est pas que l'apanage de la jeunesse, bien au contraire, mais on sent que c'est un moyen, en tout cas, qu'on a maintenant d'exprimer quelque chose, et pour moi, c'est un moyen qui doit être intégré dans, justement, notre débat politique, dans notre manière aussi, après, au niveau, en tout cas, des exécutifs, de faire des politiques publiques. Et ça, comme la numérique, c'est vrai que ça secoue le coquetier, on en parle souvent et ça nous impacte, mais moi je dirais aussi positivement. Alors après, de manière personnelle, on le prend d'une manière assez différente les uns et les autres, mais en tout cas pour moi, c'est quand même un témoignage, un indicateur que c'est un nouveau moyen qui est en train de naître, qui n'aura pas la même forme partout, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue. Et puis tant mieux, parce que disons que c'est ce qui fait aussi le succès de ce genre de moyens d'expression, c'est que c'est pas un copy-paste dans chaque pays, dans chaque ville, c'est aussi le génie du lieu qui va pouvoir affiner, donner du sens à ces mouvements de désobéissance civile.
de peut-être prendre une dernière question. Parce qu'en tant que citoyen, on peut faire une action non violente pour bloquer le système. Le but de l'extinction rebellion, c'est de bloquer le système pour qu'il s'effondre. Alors qu'en tant qu'architecte, on peut faire de la désobéissance civile. Peut-être, par exemple, dans le canton de Genève, il manque 60 places de parking pour 25 logements. Ben, j'en pense plus que 10. Est-ce que ça, on peut l'envisager, nous, en tant qu'architecte? Et quel risque on encourt? Et est-ce qu'on pense que ça peut servir à quelque chose? Je vais juste, pour ceux qui n'ont pas entendu la question, c'est dire est-ce qu'on peut être en tant qu'architecte ou urbaniste ou paysagiste, faire de la désobéissance civile dans le cadre de travail, refuser par exemple de construire des places de parking. Moi je vais utiliser une analogie, mais prenez-la pour ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est vraiment... Quand on veut faire quelque chose d'extrêmement dur, comme par exemple la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une conférence du Wannsee où ils ont théoriser la façon de découper les responsabilités pour réussir à massacrer 10 millions de personnes dans les chambres à gaz. Ce découpage des responsabilités, il a été théorisé. Sauf que c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui, sans cette théorie. C'est-à-dire qu'on a tous une responsabilité, mais elle est découpée. Donc le problème de ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on est confronté à des problèmes moraux, éthiques, que ce soit dans notre travail, ou même quand on arrive à l'armée le jour du recrutement et qu'on dit « je ne veux pas de pistolet », c'est ce genre de choses, c'est toujours là où il faut savoir pour qui on le fait. Est-ce que le système va être impacté par le fait qu'on ne le fait pas, et donc on refuse de construire ces places? C'est vrai que malheureusement, il faut un 10%, où il faut... Moi j'ai lu un article de psychologie sociale qui dit qu'il faut 25% pour que la minorité s'impose. Et je pense qu'on doit créer cette révolution au sens actif, on doit la mettre en place. Et c'est vrai qu'on la mettra en place, ça aura un effet quand le premier architecte dira non, mais que le deuxième aussi, et que le troisième aussi, et que le quatrième, il dira mais les autres ils font ouh. Et je pense que c'est important de créer ce climat-là. En Suède, on parle de la honte de prendre l'avion. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas honte de prendre l'avion? On devrait avoir tout autant honte de prendre l'avion, vu qu'on prend beaucoup plus l'avion que les Suédois. En l'occurrence, avec 4,9 vols par année, alors que les Américains sont à 4,3, par exemple 4,7. Donc, nous sommes à blâmer. Honte à nous. Et donc maintenant, la question c'est, prenons-nous en main, faisons cette satanée révolution. D'abord en balayant devant chez nous et dans nos têtes, et puis on l'a fait cette révolution, et puis vous verrez qu'on n'aura pas besoin de couper des têtes. Mais il y a un vrai enjeu moral, et puis je pense, en tout cas c'est comme ça que j'essaye de dicter à mon bureau, qui est un gros bureau, donc il y a un gros chiffre d'affaires, accessoirement, c'est systématiquement se poser la question de savoir si on est obligé de faire les choses qu'on fait. Et on a sorti dans les années 2000 un poster qui s'appelait « Une villa à la campagne, prix de l'architecture ne la construit pas ». Le but c'est de faire la promotion du fait que, on n'est pas obligé de faire parce qu'il y a plein d'autres choses intelligentes à faire, la permaculture, plutôt que d'obéir aux règles et aux normes qui nous sont imposées par magie, par le dieu capital. Merci. S'il n'y a pas d'autres réactions, je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce débat. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer, d'avoir présenté, d'avoir nourri toutes nos réflexions. Je crois qu'il y a un apéro qui vous attend. Merci à tous de votre attention, de vos questions, et à bientôt.